Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Donc, je vais vous dire un petit mot d'abord avant de commencer la séance. Vous êtes au courant de tout ce qui a été dit, tout ce qui a été décidé concernant le confinement et tout le reste. Maintenant, vous avez une priorité. Votre priorité dans le temps qui vous reste, parce que la reprise, ça va être pas du tout une reprise habituelle avec un cours normal, etc. Mais ça va être vraiment un peu, entre guillemets, chaotique. Mais bon, l'essentiel, il faut se concentrer sur l'oral du français. J'étais au courant, quelqu'un de la classe m'a mis au courant que vous n'avez vu que 4 leçons, vous devrez faire 12. Donc, vous avez encore 8 leçons de français à faire. C'est beaucoup. Mais bon, il faut faire avec. J'ai vérifié vos moyennes des 2 premiers trimestres. C'est très rassurant. Vous avez plutôt des bonnes moyennes en français à l'écrit. Donc, ça va quand même aider. Il faut vraiment se concentrer et consacrer la majeure partie de votre temps à votre oral de français. On oublie un peu les notes, vous allez tous passer, vous allez avoir tout ce que vous voulez. Donc, votre année est assurée. Donc, il y a une priorité, l'oral du français. En mathématiques aussi, c'est quelque chose de plus important. Parmi vos 3 spécialités, c'est pas parce que je suis prof de maths, j'aurais pu vous dire la même chose si j'étais professeur de français. La spécialité la plus importante, c'est les maths. Elle est importante aussi bien pour ceux qui vont conserver la spécialité maths que pour ceux qui vont choisir maths complémentaires. Donc, je vous conseille vraiment de consacrer le strict minimum, mais sérieusement, à savoir, en continu, vous êtes 28 connectés, c'est déjà presque la classe entière, c'est très bien et vraiment je suis content de vous. Donc, on essaie de continuer cette assiduité dans les sciences de visioconférence parce qu'on va continuer notre progression. Et il nous reste encore un chapitre très important à faire ensemble. Donc, vous consacrez ces 2 heures de présence, de connexion, et ensuite vous consacrez 2 heures au cours de la semaine, ce qui vous fera 4 heures. Et c'est suffisant. Et vous consacrez une bonne partie, la majeure partie de votre temps au français et à l'oral du français. Voilà. Donc, pour ceux qui vont garder la spécialité maths, c'est très important parce que le programme est conséquent l'année prochaine et donc il y a des notions fondamentales. Il faut qu'elles soient faites. Et pareil pour ceux qui vont faire maths complémentaires. Donc, on ne va pas tout refaire. Donc, on s'appuie sur les acquis. Et s'il n'y a pas d'acquis, vous connaissez le problème des mathématiques, c'est comme une pyramide. S'il n'y a pas d'acquis, on ne peut rien construire. Voilà. Donc, je vous souhaite bon courage et une bonne reprise. Et on va commencer. Donc, vous avez vu le programme. Correction des exercices. On va commencer par 49 et 50 et 56. J'aimerais bien que ça soit fait sur le cahier du cours. Ce sont des applications, surtout l'exercice 50, une démonstration comment déterminer les coordonnées du centre de gravité d'un triangle. Et ensuite, on va corriger quelques exercices, ce qu'on appelle les lieux géométriques. Ce sont des notions qu'on va étudier aussi l'année prochaine. La deuxième heure, donc j'ai mis un nouveau chapitre entre guillemets parce qu'en fait, c'est une application de la dérivation. On a vu comment calculer les dérivés des fonctions usuelles, les polynômes, dérivés d'un produit, dérivés d'un quotient. Et je vous ai dit, on va voir à quoi ça sert de calculer les dérivés des fonctions. En fait, entre autres choses, ça sert à étudier les variations des fonctions
et déterminer les extrémums, les maximums, les minimums. Donc, ce sont juste des définitions des propriétés et des choses très simples qu'on va faire aujourd'hui. Donc, normalement, en 1 heure, on va pouvoir écrire les définitions et les propriétés et quelques exemples. Vous aurez quelques exercices à faire d'application pendant les 2 heures que je vous demande de réserver pour les maths. Et la séance prochaine, on va commencer un chapitre très important, une fonction très particulière, c'est la fonction exponentielle, qu'on va commencer la semaine prochaine. Voilà, donc l'exercice 50. Donc, je vais partager maintenant ou bien le tableau blanc, ou bien ma page. Donc, dans l'exercice 49, je peux très bien partager donc, le tableau blanc. Donc, j'efface. Donc, vous avez tous la possibilité d'écrire sur le tableau blanc. Vous avez tous l'autorisation de parler, de mettre un message, etc., sans demander l'autorisation. Donc, vous pouvez parler directement si vous voulez que je clarifie quelque chose. Donc, j'aimerais bien qu'on intervienne. Vous m'arrêtez si quelque chose n'est pas comprise. Et enfin, comme si c'était en classe. Voilà. Donc, exercice 49, page 270. Donc, ça serait bien si vous avez votre tablette à côté pour voir la consigne. Sinon, donc, je rappelle la consigne rapidement. On a un triangle ABC, I le milieu de BC, et on veut comparer les aires des triangles ABI et AIC. Donc, je vais tracer à la main le triangle ABC. Voilà. A, juste pour avoir un support. Donc, A, B, C, I, le milieu. Donc, ici, on a, c'est un triangle quelconque. Voilà la consigne. Et que peut-on dire de l'aire du triangle ABI et AIC? Donc, le triangle ABI et ABC. Alors, on sait que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Si je regarde ici l'aire du triangle AIC, donc R de triangle AIC, on sait que la formule, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, c'est base fois hauteur divisé par 2. Ça, c'est la formule. Oui, tu peux intervenir, Justine. Bonjour monsieur, c'était pour faire part à la classe que je viens de recevoir un mail de monsieur Mfoumou Non. qui m'a répondu et du coup je vais leur envoyer sur leur mail ou sur leur WhatsApp, c'était pour les prévenir, c'est tout. Ah, d'accord. Non, pas de souci. Merci. Donc, je pensais que tu allais poser une question. Donc, comme je vous ai dit, donc n'hésitez pas à intervenir sans demander l'autorisation, donc pas de souci. Voilà. Donc, l'aire du triangle AIC, on a dit base fois hauteur divisé par 2. Et donc, maintenant, la hauteur, je vais la construire donc en rouge. La hauteur du triangle AIC, donc ça passe par le sommet et perpendiculaire à la droite qui passe par le côté opposé. Donc ça, c'est H, ce que je fais en rouge. Donc la formule, ça va être quoi? Donc ça fait
H, donc là, ce que je mets en rouge, ça fait H. Donc ça fait IH, IC fois H divisé par 2. Donc ça fait IC fois H IC fois H divisé par 2. Donc voilà, ça c'est l'aire du triangle AIC. H, donc c'est la hauteur ici. Et maintenant, je m'intéresse à l'aire du triangle ABI. Donc, voilà, en rouge. Donc, aire de ABI. Donc, on aura la même formule, B fois H divisé par 2. Et là, la base, c'est BI. La hauteur, alors, la hauteur du triangle ABI, c'est aussi H. Comme je vous ai dit, ABI, le sommet c'est A. Si je choisis BI comme base, le sommet c'est A. Et la hauteur, toujours, c'est une droite qui passe par un sommet perpendiculaire à la droite qui supporte le côté opposé. La droite BI. Donc H, c'est aussi bien la hauteur du triangle AIC que la hauteur du triangle ABI. Et donc ça fait aussi divisé par 2. Et donc, comme I est le milieu, IC, la longueur IC est égale à la longueur IB. Et donc ça fait IC fois H divisé par 2. Donc, la justification là, car I est le milieu de BC. Voilà. Donc, la conclusion, on nous demande que peut-on dire R de ABI est égal à R de ABI AIC. Voilà donc une petite application. Ça, c'est simple. Maintenant, l'exercice 50, c'est une démonstration. Exercice 50, page 270. C'est, on a un triangle, on a 3 points ABC, donc on a 3 points distincts. Donc on a un triangle ABC. Je considère G le centre de gravité. Alors on vous demande de montrer que le coordonnées de G, c'est bien ça. En clair, si j'ai les coordonnées de A, B et C, le centre de gravité, ses coordonnées, c'est la moyenne des abscisses, la moyenne des ordonnées. Il y a 3 abscisses de A, de B et de C, donc je fais la moyenne, j'additionne, je divise par 3. Et l'ordonnée de barycentre, c'est aussi la moyenne des ordonnées, des 3 points ABC. Alors, donc, là, peut-être, je voudrais reprendre, parce qu'il y a des vecteurs, il y a des formules mathématiques à mettre, donc je vais partager mon écran. Et donc, voilà, et vous suivez en même temps que moi. Donc, je vais partager, je sors de là, donc je vais partager mon écran. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Non, on ne voit pas.
On voit pas. Donc, vous ne voyez pas, je suis en train d'écrire correction de l'exercice, c'est quand vous ne voyez pas ça? Non. Non, là, il y a on voit votre écran à l'infini. Voilà, donc ça a été partagé. En fait, c'est pas le bon écran qui a été partagé. En fait, toutes les fenêtres qui sont ouvertes, qui ont été partagées. Voilà. Donc, je reprends. Je partage l'écran. Hop, maintenant, juste la fenêtre qu'il faut. Là, c'est bon. Voilà. Alors, j'ai traduit le fait que j'ai le centre de gravité du triangle ABC. G est le centre de gravité du triangle ABC. Alors, il faut se rappeler la définition, l'égalité vectorielle qui caractérise cette phrase en français. Ceci équivaut à vous vous rappelez la caractérisation vectorielle, le vecteur GA plus le vecteur GB plus le vecteur GC égale le vecteur nul. Donc là, j'écris dans mon éditeur de texte, donc vous ne voyez pas. Donc là, j'affiche. Donc, je vais écrire donc, le vecteur GA plus le vecteur GB plus le vecteur GC égale le vecteur nul. Le vecteur GA plus le vecteur GB plus le vecteur GC égale le vecteur nul. Donc ça, c'est la première étape. Donc j'affiche la caractérisation vectorielle. Voilà. Si on a un triangle ABC, dire que G est le centre de gravité équivaut à dire que le vecteur GA plus le vecteur GB plus le vecteur GC égale le vecteur nul. Maintenant, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va intervenir l'origine du repère. Puisqu'on nous donne les coordonnées de A, B, C dans son doute, dans un repère, OIJ. D'accord? Donc, on utilise la relation de Chasles, on introduit l'origine du repère. Donc, voilà l'idée. On introduit l'origine O du repère et on utilise la relation de Chasles. Alors, moi, je vais dans mon éditeur d'équations et vous allez préparer. Donc, vous voyez, je suis en train de taper en direct la correction. Donc, je peux laisser ça à votre disposition à la fin de l'heure. Je peux vous donner tout ce que je fais là devant vous. Donc, au lieu de faire proprement, j'aimerais bien qu'on cherche au brouillon et ensuite, vous pouvez donc, je peux vous mettre à votre disposition là ce que je fais en fichier que vous pouvez taper et coller sur votre cahier si vous voulez. D'accord? Donc, on cherche. Et qu'est-ce que ça veut dire? J'introduis le point O. Le vecteur GA, je l'écris GA plus OA. Le vecteur GB, je l'écris GO plus OB. Le vecteur GC, je l'écris GO plus OC égale le vecteur nul. Allez-y. Voilà, donc je vais reprendre mon éditeur d'équation et je vous montre, et j'aimerais bien quand je vous affiche, vous aurez aussi ce qu'il faut. Donc, j'introduis GA, je l'écris GO plus OA.
Le vecteur GB, on va l'écrire GO plus OB. Donc, le vecteur GA, on écrit GO plus OA. Le vecteur GB, on écrit GO plus OB. Le vecteur GC, on l'écrit GO plus OC. Vous êtes d'accord? Et donc, quand vous regardez maintenant, j'ai GO, j'ai plus GO, plus GO. Donc, ça s'écrit 3 fois GO. Donc, je note, j'aimerais bien qu'on simplifie ce que je vous dis. Donc, ça fait 3 GO, 3 fois le vecteur GO. Plus OA plus OB plus OC égale vecteur nul. Et je vais vous afficher ce que je viens de faire. Ça nous aide beaucoup dans les exercices, donc de connaître ces petites démonstrations. Voilà, donc je vous affiche ce que je viens de dire. Voilà. Au départ, on a GA plus GB plus GC égale vecteur nul parce que G est le centre de gravité du triangle ABC. Donc, le GA, GO plus OA, ici, GO plus OB, ça fait GB, ici, GO plus OC. Et donc là, je vois GO plutôt, plus GO, plus GO, ça fait 3 GO. Il nous reste OA plus OB plus OC, et ça fait le vecteur nul, ça n'a pas changé. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je passe 3GO de l'autre côté. Si je passe 3GO de l'autre côté, ça devient 3OG. Parce que 3OG, ça fait moins GO. D'accord? Allez, on fait ça. Faites-le. Donc, je reviens à mon éditeur d'équation. Donc, on aura 3OG égale OA plus OB plus OC. Et ceci veut dire que le vecteur OG égale 1 tiers je vais vous afficher donc ce que je viens de dire. 1 tiers de OA plus OB plus OC. Voilà donc l'étape suivante. Si quelqu'un ne voit pas une étape, donc on va jouer très lentement. Moi, je tape et vous cherchez là. Donc avec sur votre feuille. Donc normalement, vous êtes plus rapide que moi. Est-ce que c'est clair là? Vous voyez, on a 3GO. Si je le passe de l'autre côté, ça devient moins
3GO. Et moins 3GO, ça veut dire 3OG. Quand on change l'ordre de l'origine de l'extrémité, il y a un signe moins qui apparaît. Le vecteur OG et moins OG sont opposés. Voilà. Et donc, OG, ça fait ça. Maintenant, le vecteur OA, maintenant je continue. OA, ça fait XA, YA. OB, ça fait XB, YB. OC, ça fait XB, YB. Donc, je continue la suite. Et donc, ça fait 1 tiers de. J'ouvre les parenthèses. Le vecteur OA, c'est XA, YA. Plus le vecteur OB, XB, YB. Plus XC, YC. Donc, je vais vous afficher ce que je viens de saisir. Voilà ce que j'obtiens. Le vecteur OG égale 1 tiers de. Et quand on a donc la somme des vecteurs, donc ça sera XA plus XB plus XC, donc la dernière étape. Le vecteur OG, donc ses coordonnées sont XG, YG. D'accord? Donc maintenant, il suffit de mettre XG, ça fait XA plus XB plus YC, XC sur 3. Et c'est pareil en bas. Donc, la dernière étape, le vecteur OG égale d'une part, ça fait XG, YG. D'autre part, ça fait donc XA plus XB plus XC sur 3. Entre F, donc YA plus. Donc, faites-le, simplifiez. Je vais vous afficher donc ce que je suis en train de faire. Voilà. Voilà ce qu'il nous donne. D'où XG égale l'abscisse et YG égale cette ordonnée. D'où juste la simplification. Quelqu'un pose une question? Donc, comme je vous ai dit, intervenez donc sans
sans demander mon avis. Donc, juste maintenant, xg égale xg égale tout ça. Hop. Et YG égale c'est terminé. Voilà donc la démonstration. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, donc pour ça, je vous ai dit, vous avez une démonstration propre et détaillée, donc vous pouvez avoir après, c'est pas la peine de perdre de votre temps à recopier. Cherchez quand je parle, quand j'explique. J'aimerais bien qu'on cherche en même temps que moi, et ensuite vous aurez la solution donc proprement que vous pouvez avoir. Maintenant, l'exercice 56. Ça passe vite. L'exercice 56, on a un triangle ABC. L'exercice 56, donc c'est page 270. Donc on a un triangle ABC et on veut calculer, on vous donne les dimensions des côtés AB, BC et AC. C'est un triangle quelconque. Oui. Est-ce qu'on est obligé de faire toute la partie avant de donner les coordonnées pour OG? Ou on peut faire directement XG est égal, XG est égal? Ici, attendez, non, j'entends pas très bien. Reprends, s'il te plaît. J'ai dit, est-ce qu'on est obligé de faire toute la partie d'en haut pour donner les coordonnées OG, ou est-ce qu'on peut faire directement XG égale Y égale? Vous voyez quels sont voilà, vous voyez le curseur de ma souris, je vais te dire quelles sont les étapes essentielles. D'accord? Donc, je vais lire les étapes essentielles. G est le centre de gravité du triangle ABC, équivaut à GA plus GB plus GC égale vecteur nul. Ça, c'est absolument nécessaire. C'est la première étape de la justification. Ensuite, la phrase « on introduit l'origine du repère, etc.» on peut passer. Et donc, tu écris GO plus etc. égale cette ligne-là, il faut l'écrire. Et ensuite, on peut écrire 3OG égale, et on peut aller vite ici, ici on peut zapper. D'accord? Ici aussi, on peut zapper, et on donne directement XG égale YG égale. D'accord? Tout ce que j'ai fait, c'est ça, parce que ça fait partie du cours, donc je le détaille. Mais comme je rappelle le principe dans la rédaction en maths, on rappelle la méthode. S'il y a une propriété, on met en évidence. S'il y a un théorème, on le met en évidence. On n'est pas obligé de le citer. Le calcul intermédiaire, on peut aller vite. Vous voyez ici, j'écris un tiers de XA, YA plus XB, YP plus XC, YC. Et ensuite, j'ai mis cette étape OG égale. Et ensuite, XG, YG. On peut aller plus vite. Parce que là, la méthode est claire. Juste un calcul intermédiaire. Voilà. OK? Merci. Voilà. Maintenant, le 56. ABC est un triangle quelconque, a priori, tel que AB égale à 7, AC égale à 3, AB égale à 7, et BC
égale à 8. Donc ça, ce sont les données. Il y a une autre donnée aussi, I est le milieu du côté BC, du segment BC. Voilà les données du problème. Voilà. On nous demande de calculer AI. Voilà l'objectif. Alors ici, dès qu'on a un triangle, en général, un théorème très important, c'est le théorème de la médiane. Il y a 3 propriétés dans ce théorème de la médiane que j'ai démontré en cours parce que c'est très important. Et donc, reprenez ces 3 propriétés et vous verrez, il y en a une où je vois la troisième, le théorème de la médiane. Il y a 3 propriétés, 1, 2 et 3. Dans la troisième propriété, j'ai une relation entre AB, AC, BC et AI, avec I justement c'est le milieu de BC. Et donc, c'est le théorème de la médiane qu'on va utiliser. Le troisième point du théorème de la médiane. Donc, dès qu'on a affaire à un triangle, il faut penser théorème de la médiane. Donc là, la méthode pour la réponse. Donc, on utilise le troisième point du théorème de la médiane. Et alors, ce troisième point, qu'est-ce qu'on nous dit? Il nous dit que le côté AB au carré plus AC au carré est égal à 2AI au carré plus BC au carré sur 2. Voilà. Et maintenant, si je remplace AB, ça fait 7. Donc, j'aurai 49 égale. AC, ça fait 3. Donc, AC au carré, ça fait 9. Ceci égale à 2AI au carré. AI, je ne le connais pas. D'accord? I étant le milieu de BC. Donc, là, il faut faire un triangle à la main. ABC. Les 3 côtés sont différents. I, le milieu de BC, c'est le point I. AI, AC, ça fait 3. AB, ça fait 7. Et BC, ça fait 8. Et vous voyez le côté AI qu'on cherche. En fait, c'est la médiane AI qu'on veut déterminer. C'est ça pour ça que ça s'appelle théorème de la médiane. On cherche la longueur. Les 3 propriétés, il faut intervenir en fait la médiane. Ça s'appelle le théorème de la médiane. AI, c'est la médiane issue du sommet A. La médiane qui passe par A, elle passe par le milieu du côté opposé, c'est-à-dire de BC. Donc 2 AI au carré, AI je ne connais pas, plus BC carré sur 2, BC on connaît, BC ça fait 8, 8 au carré 64, 64 divisé par 2 ça fait 32. J'écris directement donc les réponses. Et alors, à partir de là, on tire, vous voyez très simplement 2AI au carré égale. On isole 2AI au carré. Non, pourquoi c'est pas égal ici? C'est plus. Non, ici, c'est plus. Voilà. Donc, ce qui nous fait 2AI au carré égale 26. Je fais 49 plus 9. Ça fait 58. Moins 32. Et donc, ce qui nous donne AI au carré
égale 26 divisé par 2, ça fait 13. Et donc, AI égale racine de 13. Là, je le fais avec mon éditeur d'équation. Je n'ai pas de racine carrée sur le clavier. Ce qu'on nous donne AI égale voilà pour l'exercice 56. Alors, maintenant, j'aimerais bien qu'on fasse un exercice il y a 3 exercices qui se ressemblent, ce qu'on appelle liogéométrique. Donc, l'exercice 61, 62, 65. Donc, je vais corriger 61. J'espère pouvoir le temps de corriger 62. Et j'aimerais bien, donc, je vais vous donner aussi pour s'entraîner 65, 67 et 73 que je corrigerai. Parce que moi, j'aimerais bien les corriger ensemble des points. Et on va commencer les applications de la dérivation. Donc, l'exercice 61. C'est pareil, donc vous voyez les corrigés des exercices, je les mettrai à votre disposition. Donc, j'aimerais bien qu'on suit et qu'on cherche au brouillon. L'exercice 61, page 271. Voilà. Donc, je reprends. Vous avez la consigne devant vous ou pas? Avez-vous la consigne devant vous? L'exercice 61. Donc, je lis la consigne le temps que vous la retrouvez. On a 2 points A et B, tels que AB égale 2. J'écris brièvement donc la consigne qui m'intéresse. A et B, 2 points, tels que AB égale à 2. L'objectif est de chercher l'ensemble des points M tels que AM scalaire AB égale 8. Objectif. Et en fait, dans cet exercice, il y a une méthode qu'on nous donne et qu'on va l'appliquer une fois pour toutes. Donc vraiment, je vais m'attarder sur cet exercice parce que vraiment, c'est une méthode. Parce que d'habitude, on ne détaille pas comme ça. D'habitude, juste ça. On veut chercher l'ensemble des points M. C'est ça ce qu'on appelle lieu géométrique. L'ensemble des points M du plan, tel que AM scalaire AB est égal à 8. Voilà l'objectif. Et on va nous guider. Voilà donc. Voilà, donc ça c'est l'objectif. Alors, premièrement, alors C est un point tel que est un point de AB, et on nous dit C est un point de AB, de la droite AB, tel que
tel que ACAB égale 8. Alors, on vous demande de montrer que AC égale forcément 2 fois AB. Bon, alors, est-ce que vous voyez? J'ai 2 points A et B. Donc là, je vais sortir ici, je vais prendre le tableau blanc et je vais construire, je prends une feuille, je construis. D'accord? Voilà. Donc, je veux placer le point C sur la droite AB tel que AC égale AB. Et je vais voir dans ce cas que forcément, AC est égal à 2 fois AB. Bon, j'arrête le partage. Je reviens. Le tableau blanc. Voilà. Et je vais placer 2 points A et B. Ici, donc je place le point A. Ici, je place le point B. Donc, la droite AB, je vais la compléter. Donc, la droite AB, donc c'est une droite infinie. Hop. Voilà la droite AB. Et donc, le point C est tel que AC scalaire AB égale 8. Alors, d'abord, le point C, est-ce qu'il va être de ce côté-là? Est-ce qu'il peut être de ce côté-là? Entre moins l'infini et A. Est-ce que c'est possible que ça soit là? Vous voyez le point C, il vérifie ça. Le vecteur AC, oui. Je pense qu'il est à 2 du point vers la droite. Voilà, je vais vous mettre la formule du produit scalaire. Bah, ça fait la norme de AC. Voilà, ça C'est la fait norme de donc, AB. le vecteur AC scalaire AB. Donc, ça fait normalement ça fait la norme du vecteur AC, c'est-à-dire AC, fois la norme du vecteur AB, et le cosinus est positif. D'accord? Si le cosinus est positif, ça veut dire le point C, il est par là. Le point C appartient à la demi-droite AB. Il n'est pas là. Sinon, si le point C il était là, dans ce cas, AB à C, l'angle du vecteur, ça sera pi. Et on aura cosinus pi, ça fait moins 1. D'accord? Fois cosinus 0 degré. Fois, parce qu'on veut que ça soit positif. Et donc, il faut que l'angle soit 0. Si l'angle est égal à 0, ceci veut dire que le point C appartient forcément à la demi-droite AB. Et les enfants, discutez du français après le cours. Comme je vous ai dit, c'est important, certes, de discuter entre vous après le cours. Voilà, ça veut dire C, il est par là. Or, on sait que AB égale à 2. Donc ça fait AC fois 2. D'accord? Et ça fait 8. Donc, ce que vous faites, que AC, je sais que AC, il est à droite de A, et AC égale à 4. Donc,
6 égale à 4. Donc ici, je place donc ça c'est 4. Donc le point C, il est forcément ici. AB, ça fait 2. Donc le point, non, mon truc n'est pas. Je vais mettre ici. Je sais que AC fois AB égale à 4. Non, AC fois AB égale 8. Donc AC est égal à. Alors, qui peut me placer le point C? Placez-moi le point C. On veut montrer que AC est égal à 2 fois AB. AC égale à 4. Du coup, BC, c'est la même longueur que AB. Tout à fait. Donc le point Donc, C, de l'autre. voilà. Et donc en clair, le point B est le milieu de AC. Si le point B est le milieu de AC, alors AC est égal à. Je sais que le C est à droite de A, donc appartient à la demi-droite qui commence en A. Et la longueur AC est égale à 4. Je sais que la longueur AB égale à 2. Donc ceci, vous voyez, je sais que AB égale à 2. AC égale à 4, il est à droite. Donc le point B est le milieu. Et concernant le vecteur, ceci veut dire que AC égale à 2 fois AB. Donc on vient de montrer que AC est égal à 2 fois AB. Vous voyez, est-ce que c'est clair maintenant? Je reprends donc l'objectif. On a 2 points A et B. Monsieur, Oui, pourquoi c'est cosinus de 0? parce qu'on veut placer le point C tel que ACAB égale 8. Dans ce cas, j'ai AC fois AB, la norme du vecteur AC fois la norme du vecteur AB, et ça doit être positif, parce que j'ai le résultat, ça fait 8. Je sais que le point ABC, parce que je sais que le A appartient à le point C appartient à la droite AB. Donc, le cosinus, ou bien il est égal à 1, ou à moins 1. Si les 3 points ABC sont alignés, l'angle du vecteur ABAC, ou bien c'est 0, si C appartient à la demi-droite AB, ou bien l'angle du vecteur, ça sera pi si le C est à gauche de A. D'accord? Parce que je sais que la réponse... Donc, c'est-à-dire Oui. qu'il y avait une autre possibilité. Non, on n'a pas une autre possibilité. Parce qu'on sait, j'ai 2 points A et B. Et je sais que le point C appartient à la droite AB. Si le point C appartient à la droite AB, le point C, il peut être à droite de A ou bien à gauche de A. Voilà les deux possibilités. Ça ne peut pas être à gauche de A, car dans ce cas, l'angle de vecteur, ça sera pi. Cosinus pi, ça fait moins 1, et on ne peut pas avoir 8. Si c'était moins 8... Ah, parce que... Oui. D'accord. Vu qu'il y a une partie de AC dans AB, ou AB qui est dans AC, et bah du coup, il n'y a pas d'angle. Voilà, il n'y a pas d'angle, c'est 0. 180. Oui, parce que le point C appartient à la droite AB, en fait. L'angle de vecteur entre AB et AC, ou bien c'est 0,
ou bien c'est pi. 0, c'est C et à droite de A. Pi, c'est le point C et à gauche de A. Vous voyez, j'ai AB. Cet angle-là, ça fait pi. Donc, si je mets le point C par là, j'aurai moins 8. On ne peut pas avoir un nombre positif. Donc, le point C, il est forcément là. Et là, j'ai AB, AC. L'angle entre les vecteurs AB et AC, ça fait 0. Cosinus 0, ça fait 1. Et donc, on aura AC fois AB fois 1. Ça fait AC fois 2. Et on savait que le point C est tel que ce produit est égal à 8. Si AC fois 2 égale 8, ça veut dire AC égale 4. Le point C est à droite de A et AC est égal à 4. On sait que AB égale à 2. Donc, le point C est tel que le milieu B et le milieu de AC. Ça, c'est 2. Et ça, c'est 2. On a AC égale à 4. AC égale à 4. AB égale à 2. B est le milieu du segment AC. Donc, le vecteur AC égale 2 fois le vecteur AB. On revient à la deuxième question. D'accord? Donc ça, vous le recopiez au brouillon. Je continue. Donc, ou bien vous pouvez le recopier. Vous voyez un dessin à la main, ça peut aider. Bon, alors, je vais partager maintenant mon écran pour continuer la deuxième question. Voilà. Donc, ça c'est fait. OK. On a vu que C, B est donc le milieu de AC. On l'avait justifié. Alors, en introduisant le point C dans la relation de départ, faire disparaître un produit scalaire égal à 0. Alors, la relation de départ, c'est celle-là. Et là, je veux faire intervenir le point C qui vérifie cette égalité-là. Alors, je veux utiliser la relation de Schall. Au lieu d'écrire AM, on va introduire le point C dans le vecteur AM. On introduit le point C. Pas besoin du rouge. On introduit le point C et on utilise la relation de Schall. Voilà. Alors ici, à la place de AM, donc je vais écrire AC plus IM. Voilà, donc allez-y, faites-le. On introduit C dans le vecteur AM et simplifiez. Donc je vais rentrer dans mon étude d'équation et faites-le. Voilà. Donc le vecteur AM, je vais l'écrire AC plus CM. Scalaire AB égale 8. Voilà la première étape. Deuxième étape, on simplifie. Je distribue
AC scalaire AB plus IM scalaire AB. D'accord? Et simplifier, distribuer et simplifier. Et dites-moi ce que ça donne. Donc, ça fait, ceci équivaut à AC scalaire AM non, AC scalaire AB plus CM scalaire AB. Tout ça égale 8. Voilà ce que j'obtiens. Vous êtes d'accord? Maintenant, je sais que AC scalaire AB, ça fait 8. Si M scalaire AB, on ne le connaît pas, et le résultat, ça fait 8. Donc là, je les reprends et je continue. Ceci équivaut à, parce qu'on cherche à faire apparaître un produit scalaire nul. AC scalaire AB égale 8, plus égale 8, et ceci équivaut à voilà, égale 0. Voilà. Alors maintenant, conclusion. En déduire. Troisièmement, la conclusion, c'est-à-dire l'ensemble des points M qu'on cherche. Vous voyez l'objectif? Chercher l'ensemble de points M qui vérifie AM scalaire AB égale 8. Or, on a vu AM scalaire AB est égal à 8, équivaut à cette égalité qui est équivaut à si M scalaire AB égale à 0. Avec le point C, vous voyez comment on l'a déterminé en utilisant cette égalité-là. Le point C est tel que B est le milieu. Alors, je reprends maintenant le tableau blanc pour déterminer. Si on n'a pas vu ça, vous vous rappelez, si M scalaire AB, ça veut dire si M et AB sont deux vecteurs orthogonaux. Donc, le point M est tel que les vecteurs CM et AB soient orthogonaux. Tel que les vecteurs CM et AB soient orthogonaux. Alors, je vais les dessiner maintenant. Vous voyez le point, l'ensemble du point qu'on cherche. M est tel que, ou l'ensemble des points M, où chaque M vérifie ça. M est tel que, les vecteurs c'est M et AB sont orthogonaux. Donc, je reprends le tableau blanc. Voilà, donc je reprends
le point A, ça c'est le point A. Ça c'est le point C, le point M, le point B plutôt, c'est le milieu. Et on a dit le point M est tel que si M scalaire AB égale à 0. Alors, est-ce que vous pouvez me dire où se trouve le point M? Le vecteur AB, il est là. Ça, c'est le vecteur AB. Le vecteur CM, il est où le vecteur CM? Le point M doit être où? Pour que ça soit CM et AB soient orthogonaux. Oui. Donc, il peut parler où se trouve le point M. Je veux que le vecteur AB scalaire CM soit égal à 0. AB et CM orthogonaux. Donc, le point M se trouve sur cette droite. La droite qui passe par C et qui est perpendiculaire à la droite AB. Voilà l'ensemble des points M. Donc, je vais écrire l'ensemble qu'on cherche. L'ensemble, c'est la réponse A. L'ensemble M, 2 points. Ça ne se voit pas en vert, donc je écris en noir. C'est la droite passant par C et perpendiculaire à la droite AB. Voilà un exemple guidé de recherche d'ensemble de points. Donc, alors, je vous demande, donc, je vais retenir donc, pour la séance prochaine, je corrigerai l'exercice 62, page 271. Et l'exercice que je vous ai dit intéressant, l'exercice 73, je crois. Oui. Et 73, page 272. Je vais vous noter ça tout à la fin. Voilà. Donc, on va passer à la deuxième partie que j'ai prévue. Donc, on n'a pas perdu du temps. On est allé lentement, certes, mais j'espère que tout le monde a pu suivre. Voilà. Donc, on reprend son cahier du cours. Je vais vous afficher donc votre cours. Donc, votre cours, page 134 de votre livre. Notez application de la dérivation. Donc, je vais vous afficher votre livre. Et comme ça, vous allez voir, c'est très simple. On a besoin de ça pour le nouveau chapitre qu'on va commencer, c'est-à-dire la fonction exponentielle. Donc, nous, on va aller à la page, donc le chapitre 5, application de la dérivation, page 134. Voilà, donc je vais partager maintenant mon écran. Voilà, vous avez mon écran. Alors, notez, donc la page, je vous ai dit, 134.
Donc, le titre du chapitre « Application de la dérivation ». Grand 1, dérivée et sens des variations. Grand A, signe de la dérivée, du signe de la dérivée au sens des variations. Et on va noter le théorème. Donc, j'agrandis ou bien vous voyez. Donc, vous notez le titre du chapitre, application de la dérivation. Je peux sinon écrire directement avec vous sur... je partage mon écran si vous voulez. Hein. Donc, le titre du chapitre, application de la dérivation. Grand 1, c'est pas petit 1. Grand 1, dérivée et sens de variation. Je m'en fous, enfin, grand 1 ou petit 1, peu importe. Première partie, du signe de la dérivée au sens de variation. Et les théorèmes, en fait, voilà, on recopie le premier théorème et moi je commente, notez, et quand vous finissez, donc vous me le dites, celui qui, donc quelqu'un qui a fini, qui écrit normalement moyennement vite, il dit j'ai fini, comme ça je le saurai. F est une fonction dérivable et on note f' la fonction dérivée. Je rappelle, la dérivée de x au carré, c'est 2x. G f de x égale 1 sur x, sa fonction dérivée, c'est moins 1 sur x au carré. Voilà, et on a vu comme ça plusieurs exemples. Et maintenant, je vous ai dit à quoi ça sert de calculer la dérivée. Entre autres, ça permet de déterminer le sens de variation d'une fonction. Alors, ce premier théorème nous dit si f' est strictement positive sur i, sauf peut-être en un nombre fini de points. Donc, cette phrase-là, pour le moment, ça ne veut rien dire pour vous, sauf peut-être un nombre fini de points. Donc, je peux la zapper. Vous la notez et vous verrez sur des exemples qu'est-ce que ça veut dire. Donc, je retiens, moi, du premier point, si f' est positive, la fonction est croissante. Et on va voir graphiquement comment ça se traduit. Si f', si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Vous voyez, si je réduis le premier point. Vous notez tout, et je vous explique tout. Ça, c'est vraiment la phrase avec toute sa rigueur. Et je vous expliquerai pourquoi, sur des exemples, parce que comme ça, on ne voit pas pourquoi. Alors, vous notez tout, et ce que je retiens du premier point, si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Deuxième point, si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Si la dérivée est nulle, la fonction est constante. Voilà, si je résume ce théorème en 3 phrases simples. Le troisième point est évident. La fonction est constante, ça veut dire que sa représentation graphique est une droite. Et la dérivée est nulle, ça veut dire la tangente, elle est horizontale. Ça veut dire la tangente, elle est confondue avec la fonction. Si la tangente est confondue avec la fonction est constante et la dérivée d'une constante, ça fait 0. Le troisième point, donc on l'a déjà abordé, on le savait déjà. Est-ce que vous avez fini donc de noter ce théorème? Notez tout tel quel avec toute la rigueur, mais je résume en 3 points. Si la dérivée est positive sur un intervalle, la fonction est croissante sur cet intervalle. Si la dérivée est négative sur un intervalle, la fonction est décroissante. Si la dérivée est nulle sur un intervalle, la fonction est constante. Voilà. Alors maintenant, je vais... Oui. Quand vous dites que la fonction, elle est croissante, mais croissante ou constante,
C'est sur l'intervalle I? Sur l'intervalle, oui. ou- Non, je vais vous donner des exemples dans un instant, avec une illustration graphique. D'accord? Par exemple, si je prends la fonction carré sur l'intervalle moins 5, 5, vous voyez, entre moins 5 et 0, elle est décroissante. Entre 0 et 5, elle est croissante. Donc, si je calcule la fonction dérivée, la dérivée de x au carré, ça fait 2x. Si x est compris entre moins 5 et 0, 2x est compris entre moins 10 et 0. Vous voyez, c'est négatif. Si x est compris entre 0 et 5, f' de x, ça fait 2x, il est compris entre 0 et 10, donc c'est positif. D'accord? Donc, pour le moment, retenez les 3 points et on va les illustrer. Et on va voir même la réciproque. Alors, pour illustrer le premier point, si f' est positive sauf en un nombre fini de points, qu'est-ce que ça veut dire ça? On va vous donner tout de suite un exemple. Ici, je prends la fonction f définie sur R par f de x égale x au cube, la fonction cube. F, c'est une fonction polynôme, donc dérivable. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. 3x au carré, toujours positif, sauf si x égale à 0. Donc, la dérivée f' de x est strictement positive si x égale à 0 et la dérivée est égale à 0 si x égale à 0. Donc ici, vous voyez, j'ai f' est strictement positive sauf en 0. Alors dans ce cas, on dit que f est strictement croissante. On ne dit pas qu'elle est strictement croissante sauf en 0, elle n'est pas croissante. Voilà ce qu'on veut dire. F' est strictement positive sauf en un nombre fini de points. Quand on dit en un nombre fini, c'est-à-dire ça peut être elle est égale à 0 en un nombre, en 2, en 3, c'est pas grave. Et on va voir, quand la dérivée est égale à 0, qu'est-ce qui change pour f? On va le voir dans un instant. Voilà. Un autre exemple. Ça, vous le saisissez sur le cahier du cours. Donc, je vais revenir. Bon, sinon, vous pouvez le saisir directement. Voilà. Notez, exemple, f de x égale moins x au cube moins 2x plus 5. Puis, dresser son tableau de variation. Donc là, peut-être il vaut mieux que je prenne mon écran. Je partage mon écran et je fais cet exemple en même temps que vous. Donc, je sors de ce partage et je partage mon écran. Voilà. Donc, suite cours. Donc, l'exemple maintenant. Exemple sur lequel cours. J'ai une fonction f de x égale moins x au cube f de x égale moins x au cube. Vous ne voyez pas ce que je fais là parce que je suis dans mon éditeur d'équation. Moins x au cube, moins 2x plus 5. Voilà. Et l'objectif, déterminer les variations
de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Non, sur R, sur moins l'infini plus l'infini. Sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Et donc, oui, jusqu'à maintenant, on n'a pas le moyen de déterminer les variations d'une telle fonction. Voilà, voilà l'objectif. Alors, la méthode, qu'est-ce qu'il faut faire? On calcule la dérivée. Voilà donc les étapes. On calcule f' de x. Et ensuite, deuxième point, on étudie le signe de f' de x. Voilà donc le principe. Jusqu'à maintenant, donc vous voyez, on n'a pas les possibilités de, on sait les variations d'une fonction affine en fonction de a, f de x égale à x plus b, si a est positif croissante, si a est négatif décroissante. Pour les fonctions polynômes de second degré, on le savait, en mettant le polynôme de second degré sous sa forme canonique, si a est positif, décroissante, croissante, si a est négatif, croissante, décroissante. Donc, vous voyez, ça, on le savait. Mais si pour une fonction quelconque, on ne le sait pas. D'accord? Donc, là, on vient de voir une méthode. Alors, réponse. Premier point. À quoi est égal f' de x? Donc, la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Donc, ça fait moins 3x au carré moins 2. Voilà donc f' de x. Signe de f' de x maintenant. Alors, est-ce que vous pouvez voir si elle est positive, si elle est négative, si ça s'annule ou pas? On vous a donné un exemple simple. Quel que soit x, quel est le signe de moins 3x au carré moins 2? Est-ce que vous pouvez répondre? Moins. Son signe, c'est moins. Alors, la raison est évidente. On a x au carré inférieur ou égal à 0 et négatif. Moins 2 est négatif. D'accord? Et moins 2 inférieur à 0. Donc, si on additionne le nombre négatif, donc on trouve un nombre strictement négatif. Donc, moins 3x au carré moins 2 strictement inférieur à 0. Donc, et ceci, quel que soit x, pour tout x. Alors, qu'est-ce que je peux conclure? Donc, f' de x strictement inférieur à 0 pour tout réel x. Conclusion, f
est strictement décroissante sur moins l'infini plus l'infini, puisque on a déterminé son signe sur moins l'infini plus l'infini. Voilà. Un autre exemple. Donc, exemple 1. Exemple 2. Donc, exemple 2. Je vais vous donner la fonction f de x égale. Donc, moins x au cube plus x au carré plus x plus 2. F de x égale moins x au cube moins x au cube plus x au carré plus x plus 2. Voilà. Et pareil, déterminer les variations de f sur R. Donc, je vais copier-coller de ça. C'est ça l'objectif, comme tout à l'heure. Alors, je vous laisse 2 minutes pour appliquer le principe. Voilà. Réponse, je vous laisse 2 minutes. Ça, vous savez le faire. Ce sont des choses qu'on a déjà faites. C'est-à-dire, on va investir comment déterminer le signe d'un polynôme du second degré. Allez, on écrit f' de x à quoi égal. Premier point. Je vous écoute. Monsieur, Oui. f' de x égale moins 3x carré plus 2x plus 1. Très bien. Voilà. Et là, on a un polynôme second degré. Et un polynôme second degré, est-ce que vous pouvez déterminer son signe? Ben oui, avec delta. Et si A est positif, etc. Alors maintenant, vous voyez, on a besoin de déterminer le tableau de signes. F' de x, je la mets puisque votre camarade l'a donné. Donc, moins 3x au carré, plus 2x, plus 1. Voilà, ça c'est le premier point. Maintenant, signe de f' de x. Donc là, on fait un tableau. Donc, je mets, c'est le signe d'un polynôme. C'est le signe d'un polynôme. Je vous rappelle ça pour vous dire que vous savez le faire, d'un polynôme de second degré. Voilà. Alors, je vous laisse faire. Ensuite, je vais donner directement le tableau. D'accord? Donc, on fait delta, les racines, et ensuite, on met le signe de A en dehors des racines. Donc, je vais dans mon éditeur d'équations, je vous laisse calculer et j'affiche ensuite la réponse. Et j'aimerais bien aussi que vous affichiez aussi la réponse. Et on va donner aussi un tableau de variation pour résumer.
Donc, je fais un tableau. Donc, je vous attends. Hein. Donc, je bricole en attendant. Donc, X. Ici, f' de X. Ici. Je vais mettre les valeurs qui annulent. Donc ici, c'est moins l'infini. Puisqu'on cherche sur R. D'accord? Ça, vous voyez, ce sont des choses que vous devrez savoir faire maintenant. Hein? Moins un tiers. Encore, f est strictement décroissante. Sur l'intervalle 1 plus infini, moins un tiers, ici, il est fermé. On n'a pas besoin de l'ouvrir. Ici, sur l'intervalle 1 plus infini, voilà. Et du côté de plus l'infini, c'est forcément ouvert. F, ensuite, est strictement croissante sur sur l'intervalle moins un tiers. Voilà. Alors, ça, on peut le résumer dans un tableau de variation. On résume ces phrases dans un tableau de variation. On résume ces phrases, aussi bien le signe que la dérivée et les variations, dans un tableau appelé tableau de variation. Et alors, dans ce cas, ce que je vais faire, je vais prendre le tableau de tout à l'heure et je les complète. D'accord? Donc, ce tableau-là,
Je les complète. Donc, je rajoute une ligne. Une ligne en dessous. Je vais mettre ici f' de x. C'est pas f' de x, c'est f de x. C'est agaçant, c'est truc automatique. Voilà. Et on va mettre les flèches. Voilà. Alors, les flèches, on va chercher ça dans les insertions formes. Voilà. Ici, décroissante. Ensuite, croissante. Et ensuite, décroissante. Voilà. Ensuite, pour compléter, on met f de moins un tiers, ici, et on met f de 1. Voilà pour ça. Maintenant, grand B, rapidement. Ça y est, donc je reviens au livre. Donc j'aimerais bien qu'on écrive la définition, les théorèmes plutôt. La réciproque. Vous voyez, alors je vous annonce, le temps que vous recopiez ça, je vous annonce, tout à l'heure on vous a dit, si la dérivée est positive, la fonction est croissante. La réciproque, si la fonction est croissante, la dérivée est positive. Tout simplement. Tout à l'heure, on vous a dit, si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. En fait, on va faire le lien. Vous voyez, ici, c'est moins, donc décroissante. Si c'est décroissante, la dérivée est négative. Si la fonction est croissante, la dérivée est positive. Donc, on va faire vraiment la réciproque de ce tableau. Tout à l'heure, on a fait dans ce sens, c'est-à-dire c'est le signe de la dérivée qui nous renseigne sur les variations. Maintenant, la réciproque. Si on connaît les variations, alors je peux déduire le signe de la dérivée. Donc, j'arrête ça. On revient au livre. Et donc, je partage de nouveau mon écran. Voilà. Alors maintenant, grand B, dans page 135. Grand B, du sens des variations au signe de la dérivée. Et notez le théorème. Du sens des variations au signe de la dérivée. Et d'ailleurs, le grand A et le grand B, on aurait pu les mettre dans un seul théorème. Au lieu de dire si, alors, on aurait pu dire f est croissante si seulement si f' est positive. Pour regrouper les deux théorèmes en un seul. Là, on le fait séparément dans les deux sens. Et je vais l'illustrer graphiquement et on s'arrête avec ça. Et donc, l'objectif de cette séance, en fait, juste, j'aimerais bien qu'on comprenne, la deuxième heure, hein, à quoi ça sert de calculer la dérivée. Première chose essentielle, ça permet de déterminer les variations. Et on va voir ensuite, ça permet aussi de déterminer les extrémums, c'est-à-dire le minimum et le maximum d'une fonction.
Et c'est ça l'utilité, donc c'est cette partie-là. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est tout simplement extrémum, maximum et minimum. C'est qu'on va faire la prochaine fois. Ça, c'est la première heure. Je corrige les exercices que j'ai donnés tout à l'heure, plus la deuxième partie, extrémum. Et la deuxième heure, l'introduction de la fonction exponentielle. Et la séance d'après, vraiment, les 2 heures seront réservées à la fonction exponentielle. Et quand on finit la fonction exponentielle, on aura fait l'essentiel du programme de cette année. Le temps qui nous reste, on peut finir tout le programme que j'ai prévu. Normalement, on continue jusqu'au 4 juillet, mais on ne sait pas dans quelles conditions, sous quelle forme. En tout cas, les séances de visioconférence vont continuer partiellement, même quand on reprend, parce que toute la classe ne va pas reprendre en même temps. Et donc, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel tant que vous êtes tous ensemble en visioconférence. La séance prochaine et celle d'après. Donc, si vous avez fini, vous me le dites pour vous montrer l'illustration. C'est bon? Oui. Non. OK. Donc, vous me dites une fois que vous avez fini. Juste un exemple graphique pour illustrer ça et on arrête. Je suppose que oui maintenant. Alors, je passe à l'illustration graphique et on arrête. Voilà. Alors, vous voyez cette représentation graphique. Vous voyez tous, donc G, elle est représentée par sa courbe rouge. Vous voyez sur l'intervalle 1,5, la fonction G est décroissante. Et à partir de cette information, je veux justifier que la dérivée est négative. Or, rappelez-vous, si je prends n'importe quel nombre entre 1 et 5, par exemple si je prends 2, f' de 2 représente le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 2. Or, si je trace cette tangente au point d'abscisse 2, l'inclinaison est négative. La pente est négative. Donc, vous voyez, entre 1 et 5, la fonction g est décroissante. Si entre 1 et 5, je prends n'importe quel nombre,
je trace la tangente. Vous voyez, les coefficients directeurs de la tangente est négatif. Ainsi, je viens de justifier en tout nombre compris entre 1 et 5, en tout nombre x compris entre 1 et 5, g' de x est négatif parce que g' de x est le coefficient directeur d'une tangente. Or, je trace une tangente en n'importe quel point de la courbe dont l'abscisse est située entre 1 et 5, la pente est négative. D'où ce qu'on vous a dit. Si la fonction est décroissante, la dérivée est négative. Si la fonction g est strictement décroissante, g' de x est inférieur ou égal à 0, ça veut dire la dérivée est négative. Maintenant, observez la fonction f. Alors, la fonction f, elle est toujours croissante. Ici, entre 1 et 2, la fonction est croissante et en 2, on a un palier. Or, dans ce palier, ça veut dire la dérivée s'annule. Et ensuite, la fonction est croissante entre 2 et 5, ça veut dire la dérivée f' est positive. Donc, quand je vois la courbe verte, je peux dire que la fonction est strictement croissante sur l'intervalle 1, 5. Pour la fonction dérivée, f' de x est supérieur ou égal à 0. f' de x est strictement positif sur tout l'intervalle, sauf en 2. La dérivée de f s'annule en 2, puisqu'en 2, si je trace une tangente, elle est horizontale, il y a un palier. Voilà donc pour cette partie. Donc, je reviens au tableau blanc pour vous noter le travail et l'objectif pour la séance prochaine. Et comme je l'ai dit, en maths, réserver 4 heures au maximum par semaine, c'est largement suffisant. Le 2 heures de la séance visioconférence, plus 2 heures de travail, c'est-à-dire en clair les 4 heures de cours de la semaine. Ça suffit. Je suppose que vos professeurs dans les autres matières, ils le comprendront, ils ne vont pas vous accabler par le travail. Et comme je vous ai dit, votre objectif, c'est de vous concentrer sur votre oral de français. Entendu? Et si vous avez des informations à me donner comme professeur principal, des informations à relier, par exemple, je remercie la personne qui m'a donné l'information concernant votre retard en français, comme professeur principal, donc j'ai besoin de le savoir. Donc, vous pouvez, si vous voulez écrire donc, à l'administration, etc., de me mettre en copie pour m'informer. Comme ça vous évite d'écrire 2 fois. Voilà. Donc, le travail pour la séance prochaine. Donc, je vous demande de faire exercice 62, page 271, et l'exercice 73, page 272. Ça concerne toujours le produit scalaire. Maintenant, les exercices concernant le chapitre qu'on a commencé aujourd'hui. Vous avez vu, c'est très simple. Je résume en 3 points. F est croissante si et seulement si la dérivée est positive. F est décroissante si et seulement si la dérivée est négative. F est constante si et seulement si la dérivée est égale à 0. Je résume ainsi, avec les équivalences avec si et seulement si, les 2 théorèmes de grand A et grand B. Donc, vous me faites exercice 16,
17. Je mets 18 et 20 entre parenthèses, si on a le temps. 18, 20, page 143. Vous êtes d'accord? Donc, on fait 16, 17, que je vais corriger, 18, 20 pour s'entraîner. Ensuite, on fait exercice 44 et 45, 47, si on a le temps. D'accord? Page 147. Donc, je vérifie bien si c'est bien les exercices que je veux. C'est juste ça. C'est page 143. Donc, page 143, exercice 16, 17, 18 et 20. Des exercices très simples. Là, je vous conseille de les faire. Et ensuite, page 147, les exercices 44 et 45 et de 47. Voilà, faites-les, ça se fait très rapidement. Tous les exercices que je vous ai donnés, ça se font en moins de 2 heures. Allez. Bon, est-ce que vous avez des questions? Il y a quelques-uns quand même. Là, je m'adresse aux élèves délégués. Donc, il y a quelques élèves que je n'ai pas vus pendant plusieurs séances. Par exemple, Agathe, je n'ai pas vu pendant plusieurs séances. Parmi les rares élèves que je n'ai pas vus depuis plusieurs séances. Hein. Donc, j'aimerais bien il faut la rassurer. Donc, il n'y a pas de zéro, il n'y a pas de note que je veux mettre. Vous allez passer donc en classe supérieure. Vous allez avoir tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. C'est bien de se concentrer sur ces euros. D'accord, je suis d'accord, je vous encourage. Mais comme je vous ai dit, pensez aussi à peu de frais à la scolarité l'année prochaine. Les problèmes qui se posent, c'est en maths. Peu importe si on prend la spécialité maths ou si on prend maths complémentaires, il y a un problème avec les maths. Donc, on a vraiment besoin de finir le programme. Bon, alors s'il n'y a pas de questions, ben, je vous souhaite bon courage et à vendredi prochain. Si vous avez des questions sur les exercices que j'ai donnés, donc n'hésitez pas de me contacter via la messagerie personnelle ou la messagerie ENT ou déposer des questions, tout ce que vous voulez dans mon casier virtuel. Voilà, au revoir.